Laurent Duplon, on va regarder pour commencer les unes de la presse régionale. On en a sélectionné 3. D'abord la une du Républicain Lorrain, musée, le prix de la préservation. Emmanuel Macron est au Louvre, aujourd'hui au chevet du Louvre. Le Louvre qui tire la sonnette d'alarme contre la vétusté de ses bâtiments. Ailleurs en France, d'autres musées publics souffrent de problèmes d'entretien. La deuxième une, c'est celle du Courrier Picard. La Picardie va perdre 88 postes de profs. Le recteur justifie les suppressions, principalement dans le secondaire, par la démographie. La région qui va perdre 4100 élèves. Et puis la dernière une, c'est la vôtre, la une de l'Éveil de la Haute-Loire. Paul Marcon, 30 ans après l'Auvergnat qui a remporté hier le Bocuse d'Or, véritable JO de la gastronomie, 30 ans après son père. C'est la 9e fois que la France est sacrée lors de ce prestigieux concours culinaire. Quelle une choisissez-vous? Avec un peu de chauvinisme, l'Éveil. L'Éveil de la Haute-Loire. C'est la fierté, on imagine. Alors, cette une, elle me dit deux choses. Parce qu'en fait, il y a deux éléments, deux informations qui s'entrechoquent. D'un côté, bien sûr, ce que Paul Marcon est arrivé à faire, après son père d'ailleurs, est fabuleux, dans le sens où ça démontre la passion d'un métier. La passion, l'envie d'aller au bout de ses limites, parce que ça demande sûrement des milliers d'heures de travail, une précision dans le geste phénoménale, une connaissance de tous les éléments pour être sûr que la totalité de la recette soit simplement au top. Moi, j'adore ça. Je trouve que notre pays a parfois trop de mal à mettre en avant que le travail peut apporter du bonheur, que la passion, elle permet de vivre une vie exaltante. C'est ce que je vis, moi, avec l'agriculture et mon implication en tant que sénateur. Et je me dis, chapeau à l'artiste. Et en plus de ça, ça donne aussi une transmission entre le père et le fils. Et un investissement à Saint-Bonnet-le-Froid qui est exceptionnel. On est dans une commune qui a moins de 200 habitants et qui a plus de 10 restaurants ou 12 restaurants dans la rue principale, avec une foire, celle des champignons, pour tous ceux qui ne connaissent pas, je les invite à venir, qui est purement époustouflante. Et puis une deuxième information, qui est un peu à l'inverse, c'est Marie-Agnès Petit, la première présidente du département de la Haute-Loire, qui est une femme, que j'apprécie beaucoup, avec laquelle j'ai des relations particulières, de liens d'amitié et des liens politiques, parce qu'en politique, on peut aussi avoir de l'amitié et de la fidélité. Et Marie-Agnès fait un travail exceptionnel sur ce département de la Haute-Loire, et elle connaît une période de difficulté énorme, parce que ce que nous faisons aujourd'hui aux collectivités locales, et en particulier au département, n'est tout juste que pas normal. Et donc, bravo à Marie-Agnès pour ce qu'elle fait et je lui souhaite beaucoup, beaucoup de courage dans cette mission. Voilà, c'est tout en haut, au-dessus de Paul Marcon, le département qui court après les économies. Justement, on va en parler des économies, puisqu'on l'a vu dans le journal, François Bayrou, qui a fait hier de nouvelles concessions. Il a affirmé que les 4000 postes d'enseignants ne seraient pas supprimés, que les 7 heures de travail non rémunérées votées par le Sénat ne seraient pas inscrites dans le budget. Est-ce que le gouvernement a raison de faire autant de concessions pour éviter la censure ? Je ne sais pas dire si le gouvernement a raison, parce qu'on est toujours, percuté par deux façons de voir les choses. La première, c'est qu'on ne pourra pas dans ce pays continuer de faire des déficits abyssaux. Si on s'achemine vers un déficit de plus de 5,4%, parce qu'à force de jours qui passent, on risque d'être sur plus de 5,4, voire peut-être reconnaître la même chose que nous avons connue en 2024, c'est-à-dire un déficit au-delà de 6%. Non, c'est plus possible. C'est plus possible, nous empruntons plus cher que la Grèce. Nous nous retrouvons avec un poids de la dette qui devient quelque chose qui est très difficile à gérer, avec un niveau d'intérêt de cette dette qui va devenir le premier poste budgétaire de la France. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Et pourtant, d'un autre côté, la France ne peut pas ne pas avoir de budget. Parce que pas de budget, ça veut dire, pour moi, sur mes territoires, des communes qui ne savent pas si elles investissent ou si elles n'investissent pas, parce que pas de subvention de l'État, pas de DETR, par exemple. Des collectivités qui se trouvent un peu dans le blocage. Et pareil sur d'autres sujets, les EHPAD, qui ont d'énormes difficultés à financer la totalité de leur budget et qui ne voient pas arriver une loi qui permettrait de corriger certains écarts. Et donc tout ça, c'est difficile à juger. Après, d'une façon purement personnelle, c'est vrai que quand on ne fait pas les 4000 restructurations de postes,
c'est autant d'écoles de classes qu'on ne ferme pas en Haute-Loire. Donc c'est plutôt bien. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question, avec 1,2 million de personnes qui travaillent dans l'éducation nationale, 800 000 concernant l'enseignement, 400 000 concernant l'encadrement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose sur cet encadrement de façon à baisser les effectifs français ? Autre sujet, on va parler de l'agriculture dans quelques instants, mais comme vous avez voté le texte cette nuit, le Sénat entame rapidement cet après-midi l'examen du texte contre le narcotrafic. Hier, Gérald Darmanin, il a adressé au procureur une circulaire pour une politique pénale plus ferme. Il cible notamment la lutte contre les organisations criminelles. Il n'y avait pas assez de fermeté jusque-là ? Je pense qu'il n'y avait pas assez de fermeté. Je pense qu'on n'avait pas spécialement vu la réalité de la façon dont le narcotrafic avait tissé sa toile. Et là encore, c'est un rapport sénatorial qui a démontré la puissance de ce système. Étienne Blanc a fait un rapport sur le narcotrafic qui démontre, moi quand je lis certaines conclusions, qui démontrent des choses dont je ne me figurais même pas. Quand vous pensez que le narcotrafic peut payer des formations à des jeunes pour devenir agents pénitentiaires, pour être sûr de pouvoir les suivre par la suite et qu'ils soient, entre guillemets, plus favorables à ce qu'ils vont demander si un jour ils vont en prison, je ne pensais pas que ça puisse exister. Alors je suis peut-être un peu naïf, mais enfin la réalité de ce narcotrafic aujourd'hui, elle est en train d'infiltrer la totalité de la société, parce que des territoires comme les miens qui étaient jusqu'à aujourd'hui plutôt protégés de tout cela, eh bien, on voit petit à petit la montée. On le voit au Puy-en-Velay, on le voit dans certaines communes. Et aujourd'hui, la ruralité n'échappe pas à ce vice. Et donc, bien sûr qu'il va falloir traiter le sujet de façon la plus importante possible. On va parler de votre texte, la loi qui vise à lever les contraintes du métier d'agriculteur. Elle a été votée cette nuit au Sénat, à un mois du Salon de l'agriculture. Et alors que la crise agricole couvre toujours, on va voir les principaux temps forts de cette séance avec Audrey Vuettaz. Bonjour Audrey. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Et Audrey, le Sénat qui a donc examiné et voté la proposition de loi qui a pour objectif de lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. Audrey, les chiffres de l'agriculture française, ils sont éloquents, elle décroche. Oui, sur 10 millions d'agriculteurs au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on en compte actuellement à peine 500 000 dans notre pays. En 20 ans, la France est aussi passée du 2e rang d'exportateur mondial au 6e rang. Les agriculteurs vont mal, ils l'ont fait savoir avec des mouvements d'ampleur en début et en fin d'année dernière. Alors les agriculteurs du Sénat montent au créneau, vous-même avec votre collègue Franck Menonville, accompagné aussi de Pierre Cuypers, rapporteur de la Commission des Finances, pour alléger les lourdeurs administratives, la surtransposition et les excès de normes. Votre texte a donné lieu hier à près de 10 heures de débat, parfois houleux, entre la gauche et la droite de l'hémicycle, car si vous êtes d'accord sur le constat, vous n'êtes pas sur la méthode à employer, notamment sur la réautorisation de l'usage d'un pesticide de la famille des néonicotinoïdes, l'acétamipride. Elle n'est pas facile le matin à 7h30. Le produit est interdit en France depuis 2018 avec une exception pour la betterave, mais autorisé dans l'Union européenne jusqu'en 2033. Vous avez plaidé hier pour une réautorisation en France, notamment pour les filières de la pomme, de la noisette ou de la cerise. On écoute les explications de votre collègue Franck Menonville. Les alternatives aujourd'hui, on aimerait les avoir. Elles n'existent pas, ou elles existent avec des baisses de rendement importantes et qui se trouvent donc dans une situation pas supportable pour les producteurs. Donc il faut le dire, aujourd'hui, les solutions qui sont présentes, qui existent, ne sont pas matures économiquement pour nos filières. L'objectif, c'est d'éviter notamment la concurrence déloyale avec nos voisins européens qui, eux, peuvent utiliser ce produit. Mais la gauche dénonce une fuite en avant. Écoutez. En proposant de simplifier les normes en matière de pesticides, cette proposition de loi met directement en danger la santé des paysans. Combien de temps encore allons-nous rendre les paysans malades de leur travail ? Réintroduire les produits phyto met également en jeu la santé des consommateurs via l'alimentation. À des fins de rentabilité économique, nous serions prêts à mettre en danger nos concitoyens ? La mesure a fait l'objet d'un compromis hier avec le gouvernement, comme sur beaucoup d'autres points du texte d'ailleurs. La ministre a donné son accord pour une réautorisation exceptionnelle et limitée dans le temps. Écoutez.
Je prends acte que vous proposez dorénavant uniquement d'autoriser par voie de dérogation l'utilisation de l'acétamipride, donc d'une substance qui reste approuvée au niveau européen par les procédures également prévues au niveau européen. J'en rappelle les principales. Donc une dérogation qui peut être accordée aux conditions suivantes, limitée dans le temps, d'une substance active approuvée dans l'Union européenne, pour des productions pour lesquelles il n'existe pas d'alternative ou si celles-ci sont insuffisantes. Question très simple, vous êtes satisfait ce matin ? Oui, je suis satisfait. On ne peut pas avoir fait le travail que j'ai fait, méticuleux depuis 7 ans. Depuis 7 ans que je suis au Sénat, pour démontrer qu'avec une multitude d'interdits, une multitude de contraintes supplémentaires, une multitude de surtranspositions, il suffit d'écouter le Premier ministre dans son discours de politique générale. Il a dit la moyenne du poids des normes en Europe, c'est l'équivalent de 0,5% du PIB annuel de l'Europe. En Espagne, c'est 0,3% du PIB. En Allemagne, c'est 0,17% du PIB. En France, il dit, c'est 4% du PIB. 110 milliards d'euros. C'est insupportable. Il l'a dit, c'est insupportable. Et donc, en fait, la réalité de ce que nous vivons, c'est que nous avons une naïveté coupable qui consiste à interdire, à mener les productions dans le mur, dans le corner complet, avec des productions qui sont en train de s'éteindre en France, la moutarde, par exemple, la graine de moutarde, la cerise, et qui risquent d'aller encore plus loin, par exemple sur la noisette, vous l'avez dit, la pomme, la poire et ainsi de suite, pour finalement être, comme je le dis, dans cette naïveté coupable qui consiste à faire rentrer des produits qui viendront compenser ceux que nous ne produirons pas, qui viendront de pays qui sont nos voisins, parce qu'ils ne se sont pas tirés les mêmes balles dans le pied, parce qu'ils se sont laissés des moyens de production. L'acétamipride n'est pas considéré par l'EFSA et d'ailleurs aussi par l'ANSES français comme un produit toxique. Elle le dit dans plusieurs analyses. Elle ne dit pas non plus que c'est un produit qui tue les abeilles, puisque l'acétamipride a le label abeille. Et que le label abeille est un label qui est le plus difficile à avoir pour ce qu'on appelle les pesticides. Donc en fait, on a voulu faire de la politique avec cette interdiction, de la politique à mon sens démagogique, alors que la réalité scientifique nous aurait largement laissé la possibilité de continuer son utilisation. On pouvait l'encadrer dès 2018, on n'était pas obligé de l'interdire. Seulement, je pense que c'est tout à fait la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. Une gauche des interdits qui ne cesse d'apporter de contraintes supplémentaires à toute activité économique et autre, et une droite aujourd'hui qui, parce qu'on est revenu, qu'on le veuille ou non, dans ce vrai clivage droite-gauche, une droite qui dit stop. Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est tout simplement conduire notre pays et l'agriculture à voir disparaître des filières entières et le paysage entier de ce que l'agriculture française était capable de produire. On l'a entendu hier, la gauche a eu des mots très forts contre vous qui êtes agriculteur. Elle dit que vous empoisonnez les agriculteurs à des fins économiques. Oui, alors d'abord, premièrement, je voudrais dire une chose qui est factuelle, c'est qu'en moyenne, en France, les agriculteurs vivent 3 années de plus que la moyenne des Français. Déjà. Je ne nie pas que certains agriculteurs peuvent avoir des maladies, des cancers liés à leur profession et ainsi de suite. Mais dire aujourd'hui que parce que nous réintroduisons une molécule qui est autorisée dans tous les pays européens, ça voudrait dire que tous les gouvernements autres que la France, partout en Europe, sont de dangereux gouvernements qui mettent à profit l'utilisation d'une molécule pour tuer les paysans. Ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Donc pour vous, ce n'est pas un recul environnemental? Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire un recul environnemental? Est-ce que c'est un progrès environnemental que de ne plus produire chez nous et de faire parcourir des centaines ou des milliers de kilomètres à un produit pour finir par le manger chez nous, où on parle de santé humaine, en fermant les yeux sur le fait que ces produits non seulement utilisent et contiennent des molécules que nous avons interdites et que nous pourrions réintroduire comme celle-ci, voire plus. Parce que quand les cerises françaises ne sont plus produites en France, vous savez où elles sont produites, les cerises que nous mangeons? En très grosse partie en Turquie. On n'est pas en Europe. Et en Turquie, on a quoi? On a une autorisation totale sur quasiment tous les produits. Regardez le sucre, quand nous achetons du sucre ukrainien, 1 million de tonnes.
Les Ukrainiens utilisent les 5 familles de néonicotinoïdes. Ils ne sont pas en train de se dire, ah ben l'Europe a interdit 4 familles, comme nous on le fait, et la France en a interdit 5. Les Ukrainiens utilisent la totalité du panel des néonicotinoïdes. Et on nous dit que c'est mieux de faire consommer cela à nos ressortissants, plutôt que de se poser la vraie question de savoir qu'est-ce qu'on doit interdire et qu'est-ce qu'on doit réautoriser. Le texte propose aussi des assouplissements sur la construction de bâtiments d'élevage et de méga-bassines. Oui, pour l'instant, quand un agriculteur veut construire ou étendre ses bâtiments, il doit tenir des réunions publiques pour tenir le voisinage informé. Avec ce texte, elles deviennent facultatives. Et enfin, sur la question des retenues d'eau, les fameuses méga-bassines, la proposition de loi consacre leur caractère d'intérêt général majeur quand ils visent spécifiquement à répondre à un enjeu de stress hydrique pour l'agriculture et qu'ils ont été décidés localement dans un cadre concerté. C'est un bon compromis, ça peut permettre d'apaiser les tensions. On a vu qu'il y avait des tensions assez virulentes sur place sur les questions des méga-bassines. Alors déjà, le problème, c'est la sémantique. Une retenue collinaire n'est pas une méga-bassine. Il faut arrêter avec ça. Moi, je suis propriétaire d'une retenue collinaire qui fait 40 000 m3. C'est pas une méga-bassine. Le 17 octobre, la Loire, qui est un fleuve de mon département, avait un débit de 2000 m3 secondes. 2000 m3 secondes. On peut faire un calcul très rapide. 40 000 m3 stockés dans ma retenue collinaire par le fait de pouvoir collecter l'eau qui vient des collines avoisinantes, ou du moins des pentes avoisinantes, parce que ce n'est même pas des collines, c'est des pentes avoisinantes, elle se serait remplie en 20 secondes. En 20 secondes. Donc à un moment donné, là aussi, ayons un peu d'objectivité. On ne parle pas dans ce texte-là que ce que vous appelez les méga-bassines. On parle de toutes les retenues collinaires qui peuvent être faites par un agriculteur pour stocker de l'eau, pour permettre d'irrigation l'été. Et donc, oui, je pense que ce texte est une avancée. Vous savez, comment vous pouvez expliquer à un agriculteur, comme je l'ai dit hier dans l'hémicycle, qui travaille beaucoup, qui investit beaucoup, et pour lequel vous allez lui demander de sauter sans arrêt un parcours du combattant qui devient de plus en plus important et de plus en plus dur. Puisque l'ouverture de ces 2 débats, à l'entrée et à la fin de l'enquête publique, fait que vous instrumentalisez son projet. C'est-à-dire qu'avec ces débats, même si le premier débat peut se passer correctement, le deuxième débat, à la fin de l'enquête publique, vous aurez toutes les associations environnementalistes et autres qui auront fait bouger toutes les lignes et qui auront poussé les gens à finir par penser que cette construction va leur être défavorable et donc viendront à un deuxième débat devant vous pour vous dire qu'ils ne veulent pas de votre projet. Bien, je peux vous dire qu'avec ce système-là, parce que les agriculteurs ne veulent pas se fâcher avec leur voisinage, pour lesquels, pour la plupart, ils s'entendent très bien, eh bien, ils ne veulent pas faire ces débats, eh bien, ils abandonnent le projet. Un dernier mot, Audrey ? Peut-être un dernier mot sur la question des revenus des agriculteurs, parce que ça aussi, c'était un gros point dans les manifestations qu'on a connues l'an dernier. Ça va venir plus tard, ça va venir dans le projet de loi d'orientation agricole ? Il y a plusieurs lois. Nous, ce qu'on a voulu faire sur la proposition de loi sur les contraintes, avec Franck Menonville, c'était de boucher les trous qui manquaient dans la raquette concernant la PLOA. Le projet de loi d'orientation agricole que nous allons étudier à partir de mardi prochain avait fait fi de tous ces problèmes-là, volontairement, je pense, à l'époque. Donc il fallait corriger et boucher les trous. Nous l'avons fait. Donc nous allons maintenant étudier la PLOA qui va apporter des éléments supplémentaires sur les logiques, sur l'article 1, sur des grands principes qui pourront s'inscrire et qui nous permettront, je l'espère, d'arrêter de faire ces erreurs-là et d'être obligés de les corriger. Et puis viendra après les modifications sûrement de la loi Egalim qui peuvent permettre peut-être d'améliorer encore un peu plus le revenu parce que il faut être honnête, sur la loi Egalim, il y a des choses qui ont été votées, qui ont sérieusement amélioré les relations entre les agriculteurs, les fabricants et les revendeurs. Merci Audrey, à tout à l'heure. À tout à l'heure, on parlera de la cote de popularité du Premier ministre. C'est à suivre, on continue en attendant à parler agriculture. On va chez vous, au Puy-en-Velay, en Haute-Loire. On retrouve Stéphane Longin. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nos rédacteurs en chef des radios Bonjour. RCF en Auvergne. On va continuer à parler de ce sujet agriculture puisque ça mobilise dans votre département. Oui, Laurent Duplon, bonjour. Vous avez sans doute vu que le syndicat des apiculteurs de Haute-Loire appelait à une mobilisation et notamment à Muret, votre permanence samedi prochain. Vous parliez du label abeille, de ces pesticides que vous évoquiez à l'instant. C'est quoi, ils ne maîtrisent pas leur sujet ? Je ne me permettrai pas de dire cela, mais ce qui est sûr, c'est que je pense plutôt maîtriser le mien.
Et donc, à un moment donné, sur ce qui est dit aujourd'hui vis-à-vis des apiculteurs, je pense que ce n'est pas objectif. Le premier, comme je l'ai dit, l'acétamipride a été validé par l'EFSA partout en Europe et toutes les analyses qui ont été menées par l'ANSES auraient dû conduire à sa réautorisation ou du moins à sa non-interdiction. Le deuxième élément, c'est que l'acétamipride bénéficie du label abeille, qui est un des labels les plus difficiles à avoir concernant les pollinisateurs. Et le troisième élément, et que tout le monde oublie, ou du moins personne ne met en évidence, c'est que depuis 2021, il y a un arrêté qui a été, l'arrêté pollinisateur d'ailleurs, qui a été pris pour interdire toute pulvérisation de produits phytosanitaires durant la floraison. Est-ce que, objectivement, on peut se dire qu'un agriculteur qui va accepter de mettre des ruches dans son verger pour favoriser la pollinisation et avoir le plus de fruits sur son verger, va lui-même, parce que tellement amateur ou tellement passionné d'utiliser des produits phytosanitaires, va pulvériser lorsque les abeilles sont dans son verger? Non. Non, il faut arrêter avec cette caricature. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Laurent Duplon à un peu plus de dialogue. Est-ce que avant cette mobilisation et ce mur de la honte qu'ils annoncent vouloir monter, vous les invitez à la discussion? Bon, écoutez, ils m'ont pas demandé un dialogue avant de menacer de venir faire un mur de ruche devant ma permanence. Je les laisse me dire ce qu'ils ont envie de me dire, dans les conditions où ça reste le respect de la personne et le respect des biens. Stéphane, on va terminer sur un autre sujet. Vous vouliez interpeller Laurent Duplon sur la question du ZAN zéro artificialisation nette et sur les propositions de Laurent Wauquiez. Exactement, Laurent Wauquiez qui sur notre antenne ce week-end proposait notamment de pourquoi pas acheter des droits ZAN, des droits à construire un petit peu plus sur le territoire et sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, dans d'autres territoires. Est-ce que c'est une bonne idée? Là aussi, on sait que concrètement, ça peut être une pression supplémentaire sur les agriculteurs pour l'accès au terrain. Alors, le zéro artificialisation nette a plusieurs problèmes. Et je crois en plus, pour avoir écouté son interview, Laurent Wauquiez a dit il faut revenir sur cette loi. Parce que d'abord, comme il l'a toujours dit et que je partage, puisque je disais exactement la même chose, elle est ruralicide. Elle est ruralicide pour une bonne raison, c'est que si nous laissons la loi s'effectuer comme elle est prévue de s'effectuer aujourd'hui, nous aurons des achats de biens construits dans les villages qui seront démolis et renaturés pour exporter ce droit à construire ailleurs. Donc, et c'est d'ailleurs une forme de proposition qu'il fait, puisqu'il dit acheter du quota ailleurs, c'est exactement ça. Mais la réalité, c'est que je pense, comme il le dit, il faut d'abord revenir sur la loi. Nous ne pouvons pas continuer sur une loi qui est en train de démontrer que nous allons plus quasiment pouvoir construire dans les territoires comme les nôtres. J'étais au vœu d'Issingeaux. La surface constructible d'Issingeaux est passée de 40 hectares à quelque chose qui est de moins de 10 hectares. Est-ce que, franchement, on peut continuer de penser que dans un département qui a le moins consommé de terrain pour la construction, puisqu'on est le département en France qui avons le moins consommé, pourquoi on ne peut pas avoir une possibilité de territorialiser cette loi plutôt que de l'appliquer de façon totalement jacobine et de faire qu'aujourd'hui, sur le département de la Haute-Loire, on aurait les mêmes contraintes que dans des départements qui se sont beaucoup utilisé les terrains pour construire. Merci beaucoup Laurent Duplon et merci Stéphane Longin d'avoir été avec nous, rédacteur en chef des radios RCF en Auvergne. Merci Laurent Duplon pour cette demi-heure. On va évidemment continuer à parler de ces sujets du budget tout de suite avec le ministre Marc Ferracci.